Je suis sûr que vous avez tous entendu parler du scandale des auto-entrepreneurs soumis à un racket fiscal en loose day dans la nouvelle loi de finances dans le budget 2025. On va en dire quelques mots. Je voudrais aujourd'hui vous parler de ce sujet, de vous dire comment ce racket fiscal est un scandale, bien entendu, mais aussi comment, en très grande partie, il est le produit d'un syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que dans une large mesure, ce sont les patrons et les auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs eux-mêmes qui sont responsables de cette situation dans laquelle ils se trouvent. Je vous explique ça. Alors d'abord, je dois resituer ce scandale des auto-entrepreneurs dans le contexte économique général, puisque vous avez vu que l'année 2024 a été une année record pour le nombre de faillites en France. Il n'y en avait jamais eu autant de faillites d'entreprises. Il y a eu pratiquement 70 000 faillites l'an dernier. Alors il y avait eu une baisse pendant le Covid, puisque l'État avait nationalisé les entreprises de fait, ou presque. Il avait en tout cas nationalisé les salaires pendant le confinement. L'État a accordé des prêts garantis aux entreprises qui ont permis à un certain nombre d'entre elles de survivre artificiellement. C'est toujours le problème de la double face quand on protège en même temps. On reporte les problèmes vers le futur et souvent on les aggrave, on aggrave leur amplitude dans les années qui suivent. Ça a été le cas avec les prêts garantis par l'État qui ont consisté à donner de l'argent à des entreprises dont certaines n'en avaient pas besoin et souvent elles n'ont pas eu de problème pour rembourser. D'autres en avaient besoin, mais de toute façon n'étaient pas viables avant même le Covid, elles auraient fait faillite. On les a maintenues artificiellement en vie pendant 2 ou 3 ans, et puis elles se sont cassées la gueule, entre guillemets, elles se sont effondrées assez logiquement. C'est ce qu'on appelle la zombification des entreprises. Eh bien, le gouvernement a zombifié les entreprises pendant le Covid, et puis est arrivé ce qui devait arriver. 2024, crise énergétique, difficultés internationales avec une guerre en Ukraine, une guerre en Israël, en Palestine, donc un ralentissement général de l'activité en Europe dû à la concurrence menée par Joe Biden avec son Inflation Reduction Act, la loi sur la réduction de l'inflation qui était en fait une loi de subvention aux entreprises européennes qui s'installaient aux États-Unis et qui a accélérer la désindustrialisation de l'Europe. Je vous rassure, Trump a supprimé l'IRA, l'Inflation Reduction Act, mais il a trouvé d'autres systèmes pour faire venir les entreprises européennes aux États-Unis. Donc ne vous faites pas de soucis, cette guerre économique va durer. On en connaît les conséquences. La France notamment souffre et de nombreuses entreprises en France sont en difficulté. Je viens de vous le dire, un pic historique en 2024 de nombre de faillites, voilà le contexte. Donc dans ce cadre général, on pourrait se dire que pour relancer l'activité, Emmanuel Macron ou François Bayrou ou Éric Lombard, le ministre de l'économie, se diraient on va faire un budget favorable aux entreprises et notamment on va essayer de protéger les patrons et les petits patrons qui se trouvent en difficulté. Malheureusement, ce n'est pas exactement ce qui se passe et je vais vous expliquer pourquoi. Le budget 2025 se présente comme d'habitude, comme dans la vieille politique, comme les vieilles rengaines, alors que le monde change. Vous voyez bien que Trump arrive, qu'il bouscule les lignes. D'autres intervenants politiques bousculent également les lignes. Javier Milei en Argentine. Vous voyez bien que partout dans le monde, les choses changent et en France, on en reste aux vieux discours, aux vieilles rengaines qu'on entend depuis 40 ans, il faut protéger les salariés parce que les salariés sont des victimes, spécialement ceux qui ont des petits salaires. Et donc vous avez vu que le budget 2025, il repose sur 2 piliers. Il y a d'abord des mesures d'affichage sur les hauts revenus qui ont été largement publiées, sur les hauts revenus, sur les grandes entreprises qui dégagent des super profits, sur les taxes sur les avions, etc. Et puis, il y a des mesures de protection des salariés avec une indexation du barème de l'impôt sur le revenu qui permet d'exonérer un Français sur 2 de l'impôt sur le revenu. Un ménage, un foyer fiscal sur 2, en tout cas. Alors, je sais que beaucoup de gens trouvent ça normal. Je sais que beaucoup de gens, particulièrement ceux qui bénéficient de ces exonérations fiscales,
trouve scandaleux qu'il y ait de l'optimisation fiscale pour les plus riches qu'eux, mais trouvent tout à fait normal, eux, de ne pas payer d'impôts. C'est la vieille règle française de les efforts, c'est génial, chez les autres, mais moi, ne m'en demandez surtout pas, j'ai pas assez d'argent. Hein. On va redire, puisque j'entends régulièrement, oui, mais tout le monde paye la TVA. On va redire que la TVA sur les produits de première nécessité, c'est-à-dire les produits de la vie quotidienne que tout le monde achète, elle est à 5,5% et pas à 20%. Le taux normal de 20% de la TVA, il est réservé à un certain nombre de biens de luxe. Si ça vous intéresse, demandez-le moi, je ferai une vidéo sur justice et injustice de la TVA pour qu'on comprenne bien. Mais en réalité, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'un Français qui gagne moins de 2 fois le SMIC, c'est-à-dire, on va dire un Français qui est autour de 1 800 € par mois, eh bien, il bénéficie de taux de TVA réduits sur l'essentiel de sa consommation. Il a tendance à ne pas payer d'impôts ou il en paye très peu lorsqu'il en paye. Et puis, il bénéficie de dégrèvements sur ses charges sociales, sur ses cotisations sociales. Et donc, il est très favorisé par rapport à ceux qui gagnent un peu plus. Il suffit de passer un cap pour tout à coup voir le matraquage fiscal qui commence. Et c'est pas vrai qu'à 2 400 € net par mois, on est riche. On vit bien dans certaines villes de France. Dans les grandes métropoles, on vit très mal. Mais dans tous les cas, 2 400 € par mois, on n'est pas riche. Et là, pour le coup, on est matraqué fiscalement. Et donc, redisons-le, un smicard en France, vit relativement mal, même souvent assez mal. Mais le smicard, eh bien, il ne paye pas d'impôt sur le revenu. L'essentiel de sa TVA se fait à 5,5% et il paye beaucoup moins de cotisations sociales que les autres, ce qui signifie que fiscalement il est aidé. Et je ne suis pas en train de dire que être smicard c'est le bonheur et que je ne suis pas en train de dire que les smicards sont des voleurs, des profiteurs ou des privilégiés. Je n'ignore pas la difficulté qu'il y a à vivre avec un SMIC. Simplement, il ne faut pas inventer le fait que les smicards sont accablés d'impôts et que les riches, eux, n'en payent pas. La réalité est très différente et les gens au SMIC sont globalement protégés par des avantages fiscaux. Et je le redis, ça n'explique pas, ça ne signifie pas qu'ils vivent très bien, ça signifie que le système ne les a certainement pas abandonnés. Et on peut reprocher d'ailleurs au système de créer des trappes à pauvreté, des trappes à SMIC, parce que dès qu'un patron veut augmenter les salaires, eh bien là aussi il y a des effets de seuil que le projet de loi de finances a confirmé, puisque le projet de loi de finances a décidé de relever les cotisations sociales au-dessus de 2 SMIC, c'est-à-dire que globalement on enferme les gens dans des bas salaires pour ensuite les entendre dire « Ah mais pourquoi les salaires sont-ils si faibles en France ?» Eh bien c'est aussi parce que vous demandez majoritairement des avantages fiscaux que eh bien, dès qu'un patron veut vous augmenter, il sait qu'il est matraqué, donc il ne vous augmente pas. Voilà. Quand même, l'effet injonction paradoxale de on veut protéger les plus pauvres, ce que fait le budget 2025, et ensuite on se plaint que les pauvres soient enfermés dans les avantages fiscaux dont on les fait bénéficier parfois à leur insu. Voilà. Ça, c'est le cadre général. Et donc la loi, face à notamment l'augmentation colossale de nombre de faillites, la loi ne s'est pas occupée de lutter contre les faillites, la loi a maintenu la logique historique de notre système social qui consiste à s'occuper des salariés les plus pauvres et à ne pas se préoccuper de ceux qui cherchent à sortir de leurs conditions. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que le budget qui a été présenté en 2025, et les entrepreneurs en font la douloureuse expérience, c'est un budget d'assignation sociale qui vise à enfermer les gens dans les bas salaires, en leur disant « mais regardez, on aménage votre sort pour qu'il soit le plus doux possible » et qui vise à racketter fiscalement tous les salariés, y compris les smicards, qui cherchent à s'émanciper, à sortir de leur case, à sortir de leurs conditions et à améliorer leur sort. C'est un budget d'assignation pour empêcher les salariés de s'émanciper. Voilà ce qui a été fait. Et la mesure sur les auto-entrepreneurs, qui consiste à augmenter brutalement la TVA à laquelle ils sont soumis, eh bien, cette mesure, c'est une mesure d'assignation sociale. On va en discuter, mais d'abord, je dois vous repréciser en quoi consiste cette mesure. Alors, on va le redire, les auto-entrepreneurs, en principe, sont
soumis à la TVA à partir d'un certain seuil. Jusqu'ici, le seuil était de 37 500 €. Eh bien, le gouvernement, en cachette, sans le dire clairement, on s'en est rendu compte après, voilà. Le gouvernement a abaissé ce seuil à 25 000 €. J'ai fait un article pour dire que François Bayrou nous avait volé le budget, la discussion démocratique et parlementaire notamment sur le budget 2025 en le faisant passer en urgence et à coup de 49.3. Et c'est là qu'on voit effectivement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le budget 2025 a été repris, rapiécé à partir des textes 2024. Il a été discuté en urgence à l'Assemblée, au Sénat. Il a été bâclé par la commission mixte paritaire qui s'est réunie un vendredi. La loi la petite loi, comme on dit, issue de la commission mixte paritaire a été présentée à l'Assemblée et au Sénat le lundi suivant, c'est-à-dire qu'il y a eu un week-end qui a séparé la commission mixte et le vote de la loi, et il se trouve que entre les deux, la petite loi, le texte issu de la commission mixte paritaire n'a pas été publié. C'est-à-dire que les parlementaires ont dû voter une loi qu'ils ont découvert en séance sans pouvoir prendre le temps de la lire, et la loi de finances, c'est une loi épaisse comme ça, avec des articles extrêmement complexes, des dispositifs très divers. Il y a des dispositifs sur l'électricité, sur le marché de l'électricité, des dispositifs sur les hauts revenus, sur des sujets extrêmement complexes, et donc personne n'a eu le temps de voir, ni de débattre, ni de délibérer sur la TVA sur les auto-entrepreneurs, les micro-entrepreneurs. Et donc, c'est en urgence que les députés ont voté, sans même savoir ce qu'ils ont voté. Bayrou a fait de la politique à l'ancienne, c'est-à-dire que pour éviter la censure, pour préserver son siège, eh bien, François Bayrou a chanté, a dépassé, a sauté au-dessus du débat démocratique, et il a fait à l'ancienne, et donc personne ne sait ce qu'il a voté. Et donc ça se retrouve avec une mesure qui, tout à coup, dit, eh bien, avant, pour être soumis à la TVA, si vous étiez auto-entrepreneur, il fallait que vous fassiez un chiffre d'affaires d'au moins 37 500 €. Eh bien, maintenant, ce seuil est à 25 000 €. Alors, face à la bronca, le gouvernement a un peu plié, il a un peu fait marche arrière, mais le ministre Éric Lombard a expliqué que s'il suspendait provisoirement la mesure, elle serait quand même tôt ou tard appliquée. C'est la stratégie du curiaçage que je décris souvent dans les vidéos. C'est ce qu'on appelle la logique fabienne, de la société fabienne, qui est une société de l'élite britannique qui était très puissante au XIXe siècle. Au lieu de prendre des mesures d'un coup, eh bien, on saucissonne, on fait perdre patience à ses adversaires, on les use dans des combats interminables, et à la fin, on adopte la mesure qu'on a choisie. C'est le curiaçage. Et donc, le gouvernement a choisi de curiacer les auto-entrepreneurs. Pour mémoire, 32% des auto-entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, étaient des salariés du privé avant de créer leur micro-entreprise, et 30% d'entre eux étaient des chômeurs. C'est-à-dire que 2 micro-entrepreneurs sur 3 sont des gens qui s'émancipent et qui prennent leur destin en main librement, sans attendre les avantages fiscaux qui tiennent au salariat. Parce que, on le sait tous, les avantages fiscaux du SMICAR, ils sont terribles. Effectivement, on ne vit pas bien avec un SMIC, et surtout, on a des conditions de travail moyennes, un manque d'autonomie moyen sur son poste qui fait qu'on a l'impression de ne plus s'appartenir et d'être au fond réduit au statut d'une machine obéissante. Et donc, tous ceux qui cherchent à échapper à ça, par exemple en se prenant en main, en créant leur entreprise, eh bien, le gouvernement les rattrape en les sanctionnant. Et c'est là qu'il y a un problème d'inégalité profonde dans notre société. C'est que, au fond, le gouvernement, il veut protéger les petites gens, entre guillemets, lorsque les petites gens obéissent et se satisfont de leur sort et acceptent de rester enchaînés aux avantages dont ils bénéficient pour améliorer un peu leur sort. Dès que ces gens disent « mais moi, je n'ai pas envie de dépendre de l'aide publique, je veux créer mon entreprise et je veux m'en sortir tout seul », bim, on leur tombe dessus et ils deviennent la variable d'ajustement. On commence à les taxer, à les matraquer fiscalement, à les racketter pour leur dire « tu veux sortir de ta condition ». Tu veux faire la chèvre de Monsieur Seguin, eh bien, tu vas être mangé par le loup du fisc. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Alors,
Je cite quand même une autre mesure qui, moi, m'a un peu fait sourire, c'est la taxation des revenus du travail des dirigeants effectifs dans une entreprise sous LBO. C'est un sujet de niche. Je sais que j'ai perdu beaucoup de gens en disant cela, mais là aussi, le gouvernement a pris une mesure qui consiste à, en cachette d'ailleurs, à décider de fixer le taux de taxation des revenus perçus par les dirigeants effectifs d'entreprises qui sont sous LBO. C'est très douloureux pour eux parce que ça double du jour au lendemain leur taux de taxation. Alors ça concerne très peu de personnes en France, donc ça ne fait pas les choux gras, et puis ce sont des gens plutôt aisés. Mais là aussi, je vois bien la stratégie d'un certain nombre. Je fais un petit clin d'œil à Éric Lombard, consiste à dire, mais tous ces gens moyens qui, par le jeu d'opérations de spéculation avec des fonds privés, par exemple américains, s'enrichissent comme s'ils avaient fait l'ENA ou HEC. L'ENA, c'est malheureusement une époque passée, mais comme s'ils avaient fait HEC ou Polytechnique, eh bien ces gens-là, venus de la base souvent, ou en tout cas avec des diplômes d'écoles de commerce modestes ou peu connus, parfois avec très peu de diplômes, ces gens-là, on va quand même pas leur permettre de s'enrichir grâce à leur capacité à manager des entreprises, donc on va les matraquer. Voilà. Alors, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces mesures qui sont sous-jacentes. Le courrier des stratèges en a beaucoup parlé. Pendant tout l'automne, on vous a annoncé que le MoDem, le parti de François Bayrou, serait de toute façon un parti favorable aux augmentations d'impôts sur les entrepreneurs. On l'a beaucoup pointé du doigt. De même que tôt ou tard, il y aura des coups de rabot sur les avantages fiscaux de votre assurance vie. On y reviendra, je referai une vidéo sur le sujet, même si j'en ai déjà fait une ou deux. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique générale de ces mesures consiste à dire il faut assigner les gens à leur statut. Si vous êtes salarié, on attend de vous que vous soyez obéissant. Et si vous êtes un gentil toutou, on vous fera des avantages fiscaux pour rendre votre condition un peu moins insupportable. Voilà. Mais si vous cherchez à réussir par vous-même, à vous en sortir par vous-même, en créant votre petite entreprise, votre petite affaire, en rachetant l'entreprise où vous êtes salarié, manager, cadre, si vous cherchez à la racheter avec l'aide de fonds américains pour devenir patron et vous enrichir, là, on va vous matraquer, on va pas vous faire de cadeaux parce que vous remettez en cause l'ordre social qui est décidé par une caste, dont un Éric Lombard, qui est un monsieur par ailleurs sympathique et intelligent, mais dont Éric Lombard est l'un des piliers, l'un des stéréotypes, l'une des caricatures. Ces gens-là, aujourd'hui, considèrent que, en période de crise, plus que jamais, il faut resserrer les vis de la société, resserrer les boulons et matraquer tous ceux qui cherchent à s'en sortir par leur propre énergie vitale, par leur propre prise de risque. Et la caste leur dit, non mais continuez, restez dans les usines, continuez à travailler et ne cherchez pas à vous mettre à notre table. Pour vous, c'est la table des enfants, c'est la table des salariés et restez-y précieusement. Tout ira bien pour vous. Si vous cherchez à vous élever, on vous rabaissera. Voilà, ça c'est la logique générale. Alors, qui est derrière ces mesures? Donc, je vous ai déjà dit que c'est la caste au pouvoir, un Éric Lombard qui vient de la grande bourgeoisie industrielle, la très grande bourgeoisie industrielle, puisqu'Éric Lombard est un des héritiers de la marque Lacoste, par exemple. Éric Lombard fait partie de cette caste qui considère que chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Tu es salarié, tu restes salarié. Tu es un fils de, tu es diplômé éventuellement d'une grande école, mais ça va souvent de pair. Là, tu as des droits. Mais surtout, ne cherche pas, si tu n'as pas de diplôme, à briser le plafond de verre de la société et à t'imposer à la table des adultes. On ne veut pas de toi. Ça, c'est la logique de la caste. Il y a évidemment, au-delà de cette logique, des forces supplétives, je dirais, qui sont en particulier celle de la bureaucratie d'État. Et je mets dans cet ordre la bureaucratie de Bercy, qui déteste voir j'allais dire des pique-bœufs
des gueux s'enrichir, gagner plus qu'elle. Un patron, un directeur d'administration centrale à Bercy gagne entre 20 et 25 000 euros net par mois et il ne supporte pas de voir quelqu'un qui est un cadre moyen réussir dans une entreprise et se mettre à avoir un train de vie supérieur au sien. Et donc, dans cette jalousie, il y a des mesures qui sont prises pour sanctionner. Mais il y a plus généralement l'idée chez le fonctionnaire de Bercy que il n'est pas normal que, par exemple, le salarié de la boulangerie, le menuisier d'une entreprise de menuiserie, il n'est pas normal qu'il puisse créer son auto-entreprise, sa micro-entreprise, et au fond arriver à un salaire équivalent à 3 000 euros net par mois, en vivant de son propre travail et en faisant même 100 heures. Les fonctionnaires n'entendent pas que les gens font 100 heures. Ils retiennent juste, ils gagnent 3 000 euros par mois, il n'a pas de diplôme, il n'a pas fait la fac, il n'a pas passé l'école, l'institut, il n'est pas sorti de l'institut régional d'administration et néanmoins il gagne mieux sa vie que moi. Donc ça, c'est pas possible et donc on sanctionne, on rabaisse, on humilie, on enferme dans des statuts et puis on dit vous êtes des voleurs, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous n'avez qu'à aller travailler à l'usine comme tout le monde. Voilà. Ça, c'est la logique de la bureaucratie qui est une très grande alliée de la caste pour assigner les gens à leurs conditions d'origine et empêcher l'ascenseur social de fonctionner. Mais ce que je voudrais dire, c'est que face à ce paysage où on voit bien qui sont les ennemis de l'indépendance au travail, qui sont les ennemis de l'émancipation de la classe ouvrière, on les voit ces ennemis. Eh bien, dans ce paysage, je soutiens qu'il y a un syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que notamment les auto-entrepreneurs eux-mêmes sont responsables de cette situation. Alors, pour la petite histoire, il y a un syndicat des auto-entrepreneurs, la Fédération des auto-entreprises, je crois que ça s'appelle, qui a été créé à peu près en même temps que le statut d'auto-entrepreneur avait été créé. Et cette fédération, pour exister, a rejoint l'un des 3 syndicats patronaux représentatifs, en l'espèce la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et donc, les auto-entrepreneurs se sont, d'une façon ou d'une autre, alliés avec des patrons traditionnels. Et ces patrons traditionnels, la CPME, le MEDEF et maintenant l'UDP, je ferai, si vous voulez, une capsule sur le syndicalisme patronal qui n'intéresse que peu de gens en réalité, mais ces 3 syndicats représentatifs de patrons ont une vocation et une utilité reconnue par la loi depuis 1945, qui est de co-gérer ce qu'on appelle le paritarisme et notamment la sécurité sociale. Co-gérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'en 1994 à peu près, les syndicats patronaux et les syndicats de salariés, CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC, ces syndicats de salariés avec les syndicats patronaux siègent dans les conseils d'administration qui gèrent la sécurité sociale et dans un certain nombre d'autres conseils d'administration, la GIRC-LARCO, Pôle emploi, l'UNEDIC et un certain nombre d'autres. Et ils s'y partagent des chèques. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces syndicats représentatifs bénéficient globalement d'une manne de plus de 100 millions d'euros par an prise sur les salaires des salariés pour financer leurs organisations. Alors, ces 100 millions d'euros sont répartis selon des clés extrêmement savantes pour arroser tout le monde, mais tout ce petit monde-là touche de l'argent pour siéger dans des conseils d'administration où on discute très souvent du sexe des anges, puisque depuis 1994, tout le monde sait que c'est l'État qui gère la sécurité sociale et que le paritarisme n'y est qu'une apparence, n'y est qu'une illusion. Eh bien, tous ces gens, à commencer par les syndicats patronaux, sont des gens dont la mission est d'accompagner le gouvernement dans la domination de la société et dans l'encadrement de la société. Et il ne faut jamais oublier que lorsque vous défendez, j'en vois un certain nombre qui défendent le monopole de la sécurité sociale en matière de protection sociale, eh bien, lorsque vous défendez cela, vous défendez un système où tout le monde se sucre sur le dos des salariés et où tout le monde se dit, de toute façon, nous n'avons pas de concurrents et nous pouvons faire ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, eh bien, ça signifie d'abord
faire perdurer un système qui nous nourrit, qui nous finance, qui permet de payer des permanents, qui permet au fond, de paraître à la télé lorsque le gouvernement organise une conférence sociale où on voit des syndicalistes qui viennent parler avec le Premier ministre puis devant les caméras. Eh bien, ce système est directement, je dirais, la fructification du système paritaire qui a été mis en place où les syndicats patronaux ont un statut dans la société grâce à ça. Parce qu'il a été créé, il a été accordé par le gouvernement. Et donc, tout ce petit monde plastronne, c'est ce qu'on appelle le corporatisme à la française. C'est directement issu de l'Ancien Régime. On ne laisse pas le marché s'organiser. L'État dit, les professions vont être encadrées par des gens qu'on va financer et qu'on va désigner comme des représentants du système. Et ces gens-là plastronnent en disant, je viens vous représenter, je viens m'exprimer au nom de la collectivité, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce système, eh bien, à un moment donné, c'est le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que ce sont les prisonniers eux-mêmes qui gèrent le camp. Pour plaire à la bureaucratie, pour plaire à la caste, ces syndicats n'hésitent pas à sacrifier les intérêts de leurs propres adhérents. Et donc, c'est comme ça que, par exemple, sur les auto-entrepreneurs, mais d'une manière générale, sur le financement des dépenses publiques, sur le financement de la sécurité sociale, eh bien, les syndicats patronaux sont les complices de leur propre destruction, les complices de leur propre étouffement dans la mesure où ils ont été incapables de porter des idées nouvelles, par exemple pour réformer le financement de la protection sociale, pour diminuer les dépenses publiques. Et tous ces syndicats qui accompagnent le gouvernement sont les premiers à combattre les idées les plus utiles qui émanent de leur propre camp. Par exemple, moi, je suis pour qu'on mette en place le chèque scolaire, je suis pour qu'on mette la protection sociale en concurrence, mais vous vous doutez bien que lorsque les représentants de la CPME, à laquelle appartient la Fédération des auto-entrepreneurs, siègent au conseil d'administration de la sécurité sociale, eh bien, ils ne sont pas les premiers à dire il faudrait supprimer cette sécurité sociale. Au contraire, ils la défendent parce que, au fond, ça leur donne un statut social. Il y a une bureaucratie patronale qui vit comme ça. Et forcément, les conséquences, c'est quoi ? Bien, c'est que d'abord, face au gouvernement, on n'est jamais un ennemi, on est toujours un allié. On est là pour oui, mais non, il ne faut pas être trop radical, il faut prendre des mesures modérées, il ne faut quand même pas se couper d'eux. Vous comprenez, nous faisons partie du même monde, nous nous rencontrons dans des réunions, nous siégeons dans les mêmes conseils d'administration, donc on ne va quand même pas se fâcher, on ne va quand même pas se dire des choses désagréables. Et puis sur le fond, on ne va pas non plus scier la branche sur laquelle on est assis. Et donc, forcément, lorsque le gouvernement dit maintenant il y a des arbitrages douloureux à faire, eh bien, les syndicats comme la CPME font le choix de sacrifier les moins forts de leurs adhérents et en l'espèce, les auto-entrepreneurs sont les idiots utiles d'un syndicalisme patronal qui obéit au syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que les auto-entrepreneurs ne se sont jamais rebellés contre par exemple, le coût de la protection sociale qui, chez eux, est exorbitant pour très peu de revenus. Les auto-entrepreneurs sont ceux qui ont la sécurité sociale la plus ingrate, la plus coûteuse et la moins rémunératrice. Personne ne s'est battu contre ça chez eux. Ils sont allés à la gamelle dans un syndicat représentatif qui est un auxiliaire du gouvernement. Eh bien voilà, quand on devient l'idiot utile de plus fort que soi, tôt ou tard, on se fait bouffer. Et je vous annonce, mes amis auto-entrepreneurs, que parce que vous avez collaboré, parce que vous avez décidé de garder vous-même le camp dans lequel vous êtes enfermé, eh bien, vous allez le payer très cher. Parce que vous êtes vous vous êtes mis au service d'une caste qui vous déteste par principe, parce que la caste qui est au pouvoir ne peut pas imaginer que les gens s'en sortent tout seuls, sans elle, sans compter sur elle et sans dépendre d'elle. Et donc, vous serez sa variable d'ajustement. Et je dis la même chose aux patrons. J'en connais un certain nombre qui sont dirigeants effectifs d'une entreprise sous LBO. Ça fait des années que vous crachez à la figure de ceux qui vous disent « tu vas te faire avoir », soit radical au lieu d'être rond. Et elle me dit, ah, mais ça, c'est du complotisme, c'est ignoble, c'est inadmissible, c'est blablabla. Eh bien voilà, mes amis, vous vous faites
avoir, et c'est bien fait pour vous. Vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Et au lieu de combattre ceux qui vous annonçaient ce qui allait se passer, vous auriez dû les soutenir. Voilà. Donc, je voulais terminer tout ça pour dire que ne manquez pas le livre que j'ai écrit, Le Traité du monde d'après, où j'expose un certain nombre d'idées pour réformer la société, pour permettre aux gens de se libérer, de se prendre en main sans être matraqués fiscalement. Et je suis notamment pour la fin des subventions aux syndicats, y compris patronaux. Et par ailleurs, ne manquez pas la chaîne que vous voyez là, donc c'est sur la télé Courrier des Stratèges, il y a une chaîne sur le travail, cette vidéo y appartient, abonnez-vous-y, ne la manquez pas, et puis je vous rappelle que, j'y ai déjà parlé par exemple de Frédéric Bastiat et d'un certain nombre de théories libertariennes, retrouvez-les, suivez-les, et puis je vous rappelle que le Courrier des Stratèges, c'est aussi un site d'information qui publie une dizaine d'articles contrariens, un peu urticants chaque jour, mais sur des sujets qui ne sont pas forcément abordés ailleurs, qui sont rarement abordés ailleurs, avec un point de vue que vous n'avez pas forcément sur les choses, qui est en tout cas un point de vue non subventionné par l'État. Voilà, à très bientôt, et puis si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Merci.